Bonjour à tous. Merci de m'inviter aujourd'hui pour faire ce webinaire. Je me présente rapidement, je m'appelle Guillaume Bigère, je suis ingénieur agronome de formation et aujourd'hui je travaille chez Connecting Food en tant qu'expert de la solution Connecting Food. Donc déjà pour arriver là, mon passif c'est que j'ai fait des études d'ingénieur, ensuite j'ai fait un master spécialisé en business à l'EM Lyon. Et suite à un stage de fin d'études dans une start-up agroalimentaire, je suis directement entré chez Connecting Food en tant que chef de projet. Et après 1 an et demi d'expérience chez Connecting Food, je suis devenu solution expert. Donc, j'accompagne les clients sur leurs questions les plus pointues et je les accompagne à valoriser leurs données de traçabilité. Donc, Connecting Food, c'est une plateforme de transparence alimentaire. C'est pour ça que j'ai un peu renommé le nom de cette conférence. Donc, à la base, c'était la traçabilité enjeu de la conso de demain. Mais je pense que l'enjeu il est plus sur la transparence, qui est un sujet un peu plus global. La traçabilité, c'est uniquement donc, les étapes pour savoir d'où vient mon produit. La transparence, c'est aussi comment a été produit ce bien alimentaire et dans quelles conditions il a été produit. Et nous, Connecting Food, notre mission, c'est de centraliser toute cette information et de la valoriser au sein d'une filière, mais aussi auprès du consommateur final. Donc, grande question, le sujet de ce webinaire, la transparence, enjeu de la consommation de demain. Déjà, pour préparer ce webinaire, je me suis replongé dans 10 années de scandales alimentaires. Donc, depuis 2013, j'ai fait mes recherches et énormément de scandales alimentaires en 10 ans. Et c'est des scandales qui nous touchent, nous, en France. Donc, ça nous rappelle que la sécurité alimentaire, ce n'est pas du tout un acquis et que la notion de transparence alimentaire, ça nous aide à lutter contre ces problèmes dans les chaînes d'approvisionnement et pour plus de sécurité alimentaire. Donc, si on revient un petit peu dans le passé, on se souvient tous en 2013 du scandale de la lasagne 100% pur bœuf qui était au final avec de la viande de cheval. Donc, ça, c'est clairement un problème de traçabilité et des étapes de la supply chain qui étaient mal définies et la donnée est mal passée. Ensuite, en 2015, contamination de produits type chips et rillettes avec de la poudre d'amande et de cacahuètes. Donc, autant dire que les gens qui étaient allergiques, ils ont eu des petits soucis à ce moment-là. Et ça, à chaque fois, ça entraîne des dizaines de milliers de retours produits. Donc, pareil, en 2017, grosse année de scandale alimentaire. On se souvient tous du scandale de Lactalis avec les produits pour bébés qui étaient contaminés. Donc, même sujet. Pareil pour la crise des œufs contaminés au fipronil. Donc, le fipronil qui était un produit contre les parasites dans les élevages de poulets. Et en fait, on s'est rendu compte que ce produit qui était interdit à l'époque se retrouvait dans les œufs et posait des graves problèmes parce que c'est un produit hautement cancérigène. Donc, gros scandale de santé publique. Et en 2017 toujours, on se souvient du burger Quick qui était contaminé staphylocoque doré et on a eu le décès d'un adolescent dans le sud de la France à cause de ça. Donc, autant dire que ça a entraîné la chute de Quick en France et c'est à peu près la même date que Quick a été remplacé par Burger King. 2020, même problématique, sésame contaminé à l'oxyde d'éthylène, donc des milliers de retraits de produits en rayon. Et tout ça, ça nous amène en 2022, donc en fait, clairement hier, quoi. Le scandale des pizzas Buitoni, donc des familles qui ont vu leurs enfants aller à l'hôpital à cause de l'ingestion de pizza Buitoni qui était contaminée, Lactalis qui rappelle des fromages pour cas de listeria sur la ligne de production, et enfin, on a les Kinder Surprise qui sont suspectés d'être contaminés à la salmonellose. Et ça, c'est en plein mois d'avril, à l'époque de Pâques, quoi. Donc, le préjudice, il est énorme.
Donc, voilà, tout ça, c'est quelque chose qui est vraiment très actuel. Et on pourrait penser qu'avec les années, ça s'arrange. Pas forcément. Donc, voilà. En 1990, on a eu le scandale de la vache folle. Aujourd'hui, on a toujours des scandales qui sont un peu de la même ampleur. Donc, on parlait de retour produit. C'est quoi les conséquences pour une entreprise des retours produits? On estime que la Grocery Manufacturer Association, en 2011, elle estimait qu'un retour produit pour une grande marque alimentaire, ça équivaut à 10 millions de pertes, 10 millions de dollars de pertes. Et ça, c'était en 2011. Donc, on peut se dire qu'en 2021, c'est forcément pire. Les standards, ils ont évolué, donc ils sont bien plus exigeants. Et on a une communication sur les réseaux sociaux qui fait que chaque scandale a une ampleur énorme. Et là, on est sur un coût direct, mais bien sûr, il y a tout ce qui est coût indirect. Et les coûts indirects, ils sont souvent pires que les coûts directs, c'est-à-dire que là, on voit que 55% des consommateurs changent de marque de manière temporaire à la suite d'un scandale et que 15% ne reviennent plus jamais chez cette marque et changent de produit de manière définitive. Et ça, c'est une étude du pôle Harris Interactive Poll qui date de 2014. Donc, ces données, elles sont toujours d'actualité, elles sont voire pires aujourd'hui. Donc là, tout ça, ça entraîne largement une perte de confiance de la part des consommateurs. Aujourd'hui, on sait que 33% des consommateurs font confiance à l'agroalimentaire. Donc, c'est un tiers. C'est-à-dire que clairement, 2 consommateurs sur 3 vont vraiment challenger l'information qu'ils reçoivent. Et c'est pour ça que les marques agroalimentaires, non seulement elles se tournent de plus en plus vers des labels extérieurs, mais aussi elles se tournent vers des marques comme Connecting Food qui sont là pour assurer cette donnée et toute cette transparence auprès du consommateur. Mais ça, on va revenir plus tard. Donc, face à ce challenge, il y a des réglementations qui sont en train de se mettre en place. Aux États-Unis, par exemple, en fait, c'est un bon exemple aux États-Unis parce que la FDA, donc la Food and Drugs Administration, ils ont toujours été précurseurs sur ces questions de sécurité alimentaire. Et aujourd'hui, ils se posent vraiment la question de la cohérence du système actuel et ils remettent en question toutes les bases de la traçabilité qui existent jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a 48 millions de personnes qui sont touchées chaque année par des maladies d'origine alimentaire. Donc, ça fait une personne sur 6 à l'échelle du pays, ce qui est très conséquent. Et donc, ça incite à des actions. Parmi ces 48 millions de consommateurs, il y en a 128 000 qui sont hospitalisés pour des maladies graves et il y en a 3 000 qui décèdent. Donc, c'est une question de sécurité publique qui a conduit en fait cet organisme à mener une étude auprès d'experts pour réfléchir à ce que pourrait être la traçabilité de demain et comment faire en sorte d'augmenter cette sécurité alimentaire. Donc, ce groupe d'experts, il a présenté une étude qui amène les conclusions suivantes. Alors, premièrement, dans la traçabilité aujourd'hui et dans les acteurs de l'agroalimentaire, on a des systèmes qui sont dépassés. Donc, on le sait, hein, l'agroalimentaire, ce n'est pas du tout le secteur qui est le plus en pointe dans la technologie. Et ça se traduit comment? En fait, il y a beaucoup d'acteurs agroalimentaires qui sont encore sur du papier. Donc, en fonction de leur taille, des acteurs de moyenne taille qui font toute leur traçabilité par papier et peut-être 2 fois par an quand on leur demande de faire un exercice de traçabilité ou lorsqu'ils ont des audits, ils vont regrouper tous ces papiers et ils vont faire leur exercice à la main. Donc ça, c'est une réalité encore en 2022. On a des systèmes d'information qui sont remplis manuellement, c'est-à-dire que les opérateurs sur la ligne vont remplir les informations et ça, c'est sujet à beaucoup d'erreurs. Ensuite, on a une fragmentation de la supply chain.
Fragmentation de la supply chain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'un des acteurs fait défaut dans le transfert de l'information, ça veut dire que tout l'exercice de traçabilité ne sert plus à rien et que forcément, on ne va pas jusqu'au bout et on ne peut pas apporter l'information souhaitée. Donc, ça, c'est très important. En fait, il faut apporter de la cohérence et il faut s'assurer que tous les acteurs avancent dans le même sens vers un nivellement technologique et méthodologique. Troisième point, la donnée est en silo. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque acteur a son propre système d'information et les données n'ont pas le même format. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de mal à communiquer entre eux. Et souvent, les acteurs de l'agroalimentaire ont du mal à partager l'information pour une raison ou une autre, mais c'est un milieu assez austère. Et historiquement, on aime bien garder toutes ces informations chez soi. Donc ça, c'est les 3 axes qui posent problème aujourd'hui. Et la conclusion de cette étude, c'est qu'en fait, c'est le paradigme entier de la traçabilité alimentaire d'aujourd'hui qui est obsolète. En fait, aujourd'hui, la traçabilité, elle est rétroactive. Ça veut dire que si j'ai un problème, en fait, je vais faire un exercice de traçabilité lorsque j'ai un problème ou lorsque j'ai un audit. Donc, globalement, admettons, il y a un problème avec un produit alimentaire. Qu'est-ce qui va se passer en France, par exemple? Mon enfant est malade, il va aller à l'hôpital. L'hôpital va recevoir plusieurs cas d'infection alimentaire qui se ressemblent, donc ça devient curieux. Ils vont faire une signalisation à la DGCCRF qui s'occupe des cas d'intoxication alimentaire en France, en fait de la sécurité alimentaire globalement. Et la DGCCRF va mener une enquête. Donc, ils vont prendre les tickets de caisse des ménages et ils vont se rendre compte que ces ménages, ils ont acheté tous le même produit. Donc là, ils vont avancer dans leur enquête et ils vont aller chez le distributeur. Le distributeur va dire, écoutez, ce produit, il vient d'une usine parce qu'il est obligé d'avoir cette information. Il faut savoir qu'en France, l'information de traçabilité qui est indispensable, c'est l'information -1 et +1. Donc, je dois savoir qui m'a fourni mes matières premières et je dois savoir à qui je les ai vendues, à qui j'ai vendu le produit fini. Donc, à chaque fois, l'organisme qui va faire ce travail de traçabilité, il va aller chez chacun de ces acteurs et va faire ce travail de traçabilité. Ce qui peut prendre des jours et des jours et des jours. Et chaque jour perdu, c'est des milliers et des milliers de produits qui sont arrêtés en magasin, qui sont jetés et gâchés. Donc, ça représente à la fois un gâchis alimentaire énorme et un gâchis économique. Donc, finalement, en faisant ce travail de traçabilité, on arrive jusqu'au producteur final, donc on est content. Mais il y a dans certains cas où mon fournisseur est dans un autre pays. Donc là, les autres pays, ils n'ont pas exactement les mêmes réglementations qu'en France. Donc, il y a des chances que je n'ai pas accès à cette donnée de traçabilité. Et dans ce cas-là, mon exercice de traçabilité s'arrête et je n'aurai jamais accès à cette information. Et ça, en 2022, c'est quelque chose qui est plus possible et qui doit évoluer. Et je pense que aujourd'hui, on atteint un virage dans la conception de cette traçabilité alimentaire. Et ce virage, il est incarné par l'avènement du digital twin. Donc, qu'est-ce que c'est un digital twin? En fait, c'est un concept très simple qui dit que lorsque, à la première étape de la production de mon produit alimentaire, je dois créer un jumeau numérique de ce produit. Donc, admettons, je plante ma graine de blé. À cette étape, je dis, voilà, j'ai planté ma graine. J'ai ma graine et j'ai le jumeau numérique graine. Et à chaque étape de transformation, je suis non pas l'acteur, mais le produit sur la supply chain. Et donc, à chaque étape, mon produit va engranger les informations de production. Donc, je le stocke, je le transforme en pain potentiellement. Et ensuite, j'arrive à la distribution.
Donc, toute cette information, en fait, je n'ai pas à aller voir chacun de ces acteurs parce qu'elle est fournie avec mon produit physique. Chaque acteur qui reçoit un produit physique reçoit le digital twin de ce produit. Donc ça, c'est à la fois intéressant d'un point de vue de traçabilité parce que, en fait, j'ai plus à faire des jours et des jours d'exercice de traçabilité parce que toute l'information, elle est présente à côté de mon produit physique. Mais c'est aussi intéressant pour valoriser la donnée. C'est-à-dire que je ne vends plus uniquement un sandwich, je vends un sandwich et toute cette information qui a une valeur. Donc cette information, ça peut être une méthode de production, mais ça peut être aussi un impact écologique potentiellement. Ça peut être des informations sur les producteurs, les conditions de rémunération des producteurs. Et ça me permet une transparence totale. Donc cette information, là j'ai illustré cette slide par un téléphone qui peut scanner. On peut imaginer mettre des QR codes sur des produits qui remplaceraient l'étiquette physique et qui montraient non pas origine Europe et Asie, mais précisément l'origine du produit et toutes ces conditions de production dont je vous ai parlé. Ça, pour moi, c'est l'avenir de la traçabilité alimentaire. Et c'est également la vision de Connecting Food. D'ailleurs, dans l'actualité, j'y pense, mais il y a un cas qui est flagrant. C'est le cas de l'huile de colza, enfin l'huile de tournesol en Ukraine. Comme vous le savez, donc là, il y a un conflit mondial en Ukraine. Et l'Ukraine, il se trouve que c'est le premier producteur mondial d'huile de colza. Non, de tournesol, pardon. La France importe énormément d'huile de tournesol d'Ukraine et ne peut plus se fournir. Donc, l'État français a accepté que les producteurs utilisant l'huile de tournesol changent leur approvisionnement sans le mentionner sur l'étiquette du produit physique. Ça montre bien que les supply chains, c'est quelque chose de dynamique et qu'en fait, on ne peut pas ancrer une supply chain de manière indéterminée dans le temps sur une étiquette. Ce sera forcément un moment ou l'autre, ce sera plus d'actualité. Donc, le fait d'avoir une étiquette dynamique, c'est extrêmement intéressant dans ce genre de situation. Alors, je vais vous parler de blockchain aujourd'hui. Connecting Food utilise la technologie blockchain justement pour générer ces digital twins et pour les partager entre chaque acteur de la filière agroalimentaire. Pourquoi on utilise la blockchain? Donc, en fait, il y a 3 grands enjeux derrière la blockchain. Déjà, c'est un registre qui est infalsifiable. Infalsifiable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque action qui est entreprise par l'un des acteurs qui appartient à la blockchain est notée et partagée. C'est-à-dire que je peux mettre n'importe quelle information, et par contre, si je la corrige, il y aura une trace de ma correction. Donc, je ne peux pas changer l'information. Ensuite, c'est de l'information distribuée. Donc, ça veut dire que cette information, elle n'est pas stockée chez l'un des acteurs. On a une copie de cette information chez chacun des acteurs de la supply. Donc ça c'est sécurisant et ça implique plus de transparence. Et enfin, on peut imaginer, grâce à cette technologie, une automatisation des contrats. Donc, c'est ce qu'on appelle des smart contracts. Ça veut dire que je peux conditionner la rémunération d'un acteur comme un producteur, par exemple, à la nature des données qu'il me transmet. Par exemple, si je suis dans admettons, un cahier des charges label rouge, si toutes les conditions sont respectées et que je le vois dans les données de blockchain, automatiquement, ça entraîne la rémunération de mon producteur. Et si ce n'est pas le cas, on déclasse et on rémunère d'une autre manière. Donc ça permet vraiment de fluidifier, d'accélérer et d'automatiser tous ces échanges monétaires. Donc ça, clairement, c'est la vision à la fois de la FDA et de toutes les instances qui réfléchissent à l'agroalimentaire de demain, mais c'est aussi la vision et la croyance fondamentale de Connecting Food. Nous, on est persuadés
que ces briques technologiques et méthodologiques vont créer l'agroalimentaire de demain et vont redonner à la fois du pouvoir aux consommateurs, mais aussi à l'agriculteur qui va voir toutes ces pratiques valorisées. Donc concrètement, nous, Connecting Food, on propose toute cette théorie se transmet dans les produits qu'on propose. Notre premier produit, c'est la base de la base, c'est LifeTrack. Donc, juste pour revenir sur l'offre globale de Connecting Food, c'est une plateforme à abonnement, donc un système SaaS, Solution as a Service. On propose aux acteurs de l'agroalimentaire, que ce soit des marques alimentaires, mais aussi des coopératives, on propose une plateforme qui leur permet de retracer toutes ces digital twins. Donc ça, c'est notre module LifeTrack. LifeTrack, ça va permettre de retracer la vie du digital twin. J'entre dans la plateforme le numéro soit un numéro de loi, soit un numéro de lot, soit un numéro de digital twin, et je vois toute la vie de mon produit. Ensuite, donc notre deuxième module, c'est le module Live Audit. Donc là, à cette traçabilité qui est parfaite et en temps réel, on rajoute une brique, c'est du contrôle automatisé. Donc, qu'est-ce qu'on entend par contrôle? On peut avoir du contrôle de cohérence de la donnée. Par exemple, si j'ai une quantité de farine qui arrive, il faut qu'il y ait une quantité adaptée de pain qui sort de mon processus de production. Et si ce n'est pas le cas, je suis alerté sur la plateforme. C'est aussi des alertes qui peuvent être liées à la qualité du produit que je reçois. Donc, je reçois un digital twin qui va me dire cette farine a ce taux d'humidité. Si ce taux d'humidité n'est pas conforme à mon cahier des charges, ça va générer une alerte. Et ça, c'est une solution qu'on propose à nos clients et qui est, par exemple, très utilisée par les coopératives agricoles qui ont besoin de vraiment contrôler toute cette matière première. Ensuite, donc on a, comme je l'ai dit au début, nous, l'un de notre objectif, c'est de communiquer auprès du consommateur et de lui montrer la transparence du produit qu'il a entre les mains. Et pour ça, on a un module qui s'appelle LiveScan. LiveScan, c'est un QR code qu'on va apposer sur un produit alimentaire. Le consommateur va pouvoir scanner ce QR code et avoir accès à toutes les étapes de traçabilité de ce produit. Donc, chaque étape, mais aussi toutes les conditions dans lesquelles ce produit a été produit. Par exemple, si je clique sur le premier maillon, donc là, j'ai mon maillon de récolte du blé, je clique dessus et j'ai accès à une carte qui va me permettre de localiser chacun des acteurs de la supply chain. Je zoome sur cette carte et je sais que mon agriculteur était en Bretagne ou en Normandie. Et cette information, pour moi, elle est essentielle aujourd'hui. Et enfin, tous les contrôles qu'on va faire sur la supply chain, ils vont être valorisés dans cette application. Par exemple, si mon pain est un pain biologique, Connecting Food va s'assurer que le certificat biologique derrière ce pain est toujours valide. Et ça, c'est vrai pour un certificat biologique, mais ça peut être aussi vrai pour des tonnes de carbone émises par le produit ou d'autres critères qui pourraient intéresser le consommateur. Donc voilà, Connecting Food, c'est un tiers de confiance. Ça, on pourrait penser que c'est un objet marketing, mais ce n'est pas un marketing de la marque, c'est un marketing de la preuve, en fait. Donc, Connecting Food intervient comme un tiers pour prouver toutes ces informations. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Connecting Food, mais on commence à être présent en rayon. Donc, faites attention la prochaine fois que vous allez faire vos courses. Vous pouvez peut-être trouver un QR code Connecting Food. Donc, aujourd'hui, nos clients, c'est General Mills, des grandes entreprises agroalimentaires, des marques qui sont mondialement connues, comme Mondelez, Erta, Francine, par exemple. Mais on a aussi, comme je l'ai dit, des coopératives, donc des grandes coopératives qui n'ont pas forcément le même besoin, qui n'ont pas besoin de faire cette application pour le consommateur, mais qui, eux, ont plus besoin de la partie traçabilité et de contrôler leurs fournisseurs. Donc, voilà pour ma présentation. J'espère que ça a été clair. Et puis, j'attends vos questions.
Merci beaucoup, c'était super clair. Il y a plusieurs questions qui sont arrivées dans le chat. Question de Roxane. Est-ce qu'on a un ordre de grandeur de l'empreinte carbone du stockage de toutes ces nouvelles données générées et stockées par les différents acteurs, notamment si cette technologie est généralisée à tous les produits de grande consommation? Alors, est-ce qu'on a une idée? Non, mais en fait, c'est vrai qu'il y a souvent un questionnement autour de la blockchain et de l'impact carbone qu'a la blockchain, notamment à travers, par exemple, des technologies comme le Bitcoin. Tout le monde le sait, ça génère énormément d'empreintes carbone. Nous, Connecting Food a fait un choix technologique qui est c'est un peu technique, hein, mais de faire un autre système qui permet en fait de faire valider l'opération, la transaction, par un seul acteur. Dans les blockchains de Bitcoin, la transaction doit être validée par l'ensemble, enfin par un certain nombre d'acteurs du réseau, ce qui va générer beaucoup de calculs, beaucoup d'électricité utilisée et beaucoup d'impact carbone. Nous, on a un système de contrôle qui est un petit peu plus simple, qui permet à l'acteur qui reçoit l'information de valider la transaction et ainsi avoir un impact carbone moindre. Et sinon, la donnée, elle est stockée, mais aujourd'hui, la donnée, chez chacun de ces acteurs, elle est stockée aussi dans leur base de données. C'est vrai que c'est un impact écologique, mais le fait en fait, de la stocker sur la blockchain, en tant que tel, ça n'aura pas un impact supérieur à ce stockage chez chacun de ces acteurs. Okay, super. Merci pour cette réponse. Loïc avait une question en début de conférence. Selon vous, quelle est… Ah, Loïc, je te laisse. Ouais, bonjour, merci beaucoup. C'est hyper intéressant effectivement de voir ce que vous faites. Moi, j'ai une question sur, à votre avis, c'est quoi la prochaine crise sanitaire alimentaire et, bien, et ouais, c'est quoi la prochaine crise sanitaire alimentaire? Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'il y a une sorte d'habitude, ou est-ce que les gens prennent l'habitude d'avoir des crises alimentaires? Alors, c'est un peu plus une approche conso que technique, mais est-ce que finalement les gens réagissent moins à une crise comme celle de Ferrero où ils sont un peu blasés, ils n'achètent pas et puis voilà, c'est tout, quoi. Alors, pour la première question… C'est quoi la prochaine crise alimentaire? Quelle est la prochaine crise alimentaire? Et ben, celui qui a la réponse à cette question, je pense que c'est vraiment valorisable. Mais écoute, je ne sais pas si je peux répondre à cette question. Ouais. Un petit pari. Ouais. Le pari, ce serait… déjà, franchement, on sort de pas mal de crises sanitaires, donc j'espère que ça va se calmer. Est-ce que, par exemple, les marchés qui sont plus sous tension, je pense à l'huile en ce moment, est-ce que c'est celles qui ont potentiellement le plus de risques de passer en crise alimentaire? Parce qu'il y a des tentatives de fraude, parce qu'il y a des choses comme ça. Je pense que déjà, la désorganisation des supply chains internationales, c'est facteur de risque. Parce qu'on va peut-être être moins regardant sur ceux qui nous fournissent et les chaînes qui sont sous tension, elles seront moins regardantes sur la qualité des produits qu'ils fournissent peut-être aussi. Donc déjà, ça, c'est facteur de risque, effectivement, je pense. Clairement. Et pour répondre à ta deuxième question, qui était… Est-ce qu'il y a une espèce de lassitude des crises? Ouais. Est-ce que ça a un vrai impact? Parce qu'on a vu, on se souvient tous de la crise de la vache folle, pour les plus anciens d'entre nous, je pense que de Findus avec la viande de cheval. Et on a l'impression que ça se délite un petit peu. Enfin, je veux dire, l'impact se délite un peu. C'est sûr, on voit, mais en fait, l'impact est très fort l'année où ça se produit. C'est sûr que là, moi, personnellement, si je suis en magasin, je ne suis pas sûr d'acheter une pizza Buitoni avant un petit bout de temps. Mais en fait, on voit que les gens ont tendance à oublier. Lactalis, ils ont eu un problème en 2017. Aujourd'hui, c'est comme si de rien n'était. Là, ils ont un problème aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il en sera dans 2 ans. Donc, je pense que les gens ne sont pas non plus très rancuniers et acceptent. Ils ont un niveau d'acceptation qui est assez fort quand même. Mais à côté de ça, il y a des grandes tendances de marché qui font qu'ils recherchent toujours plus de traçabilité et ils demandent vraiment des données vérifiées aujourd'hui. Ça, on le voit clairement. Ok, merci beaucoup.
J'ai une question, s'il vous plaît. Je suis très intéressé par ce système. Alors, on parle de contrôle qualité, mais je pense aussi que ça peut être un très bon moyen d'information. Je prends un exemple. Vous avez parlé tout à l'heure du pain de mie. Aujourd'hui, on sait ce que l'on met dans un pain de mie. Moi, j'ai créé TerraBiota. J'estime dans mon discours, aujourd'hui, je suis le premier à faire un pain qui améliore la santé des gens parce que nutritionnellement, il a des allégations nutritionnelles et validées par l'Europe. Donc, c'est déjà des choses. Mais par mon QR code de mon sac d'emballage, j'ai envie de le tracer directement sur mon site Internet et de le tracer aussi à la recette et aussi, moi, aux analyses que j'aurais pu faire. Je voudrais être complètement en ligne parce que j'estime qu'aujourd'hui, un consommateur, s'il te fait confiance dans tes produits, il doit avoir confiance, mais il doit avoir, je dirais, le résultat, il doit avoir un peu la méthodologie et pas la one again en te promettant. Moi, j'estime que l'avantage du Connecting Food, c'est ça apporte, mais la vérité, ça apporte les analyses. Parce que si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi ne pas le mettre en étendard auprès du consommateur final? Moi, je le vois de cette façon-là. Mais est-ce que c'est bon ou est-ce que je suis dans la bonne vision ou pas? Ah bah, nous, on partage totalement cette vision, c'est sûr. Pour nous, le consommateur doit avoir à la fois le discours de l'entreprise qui est OK, mais, mais finalement, le fait d'avoir quelqu'un d'autre qui vient vérifier la donnée et qui appuie ce discours, là, ça devient très intéressant. Et nous, toute cette Parce donnée, elle que, est contrôlée en temps réel. parce que dans mon modèle économique, c'est une licence d'exploitation de TerraBiota, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je donne les moyens à chaque boulanger de France et de Navarre et de ville, de quartier ou de campagne à faire ce type de pain. Et aujourd'hui, je serai un des premiers déjà à pouvoir montrer la composition de mon pain et la composition nutritionnelle de mon pain auprès du consommateur final. Parce qu'aujourd'hui, vous achetez du pain dans une boulangerie, et attention, hein, ce n'est pas un affront que je dis, hein, mais vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Et aujourd'hui, quand vous achetez un pain, soi-disant qui est bon, incomplet et tout, le meunier, je ne suis pas sûr qu'il ait mis, vous ayez toutes les traçabilités dedans. Et Tout à fait. aujourd'hui, vous ne l'avez pas. Ouais, tout à fait. Bah, c'est pour ça qu'on travaille d'ailleurs, on a lancé des prototypes d'applications qui sont dédiés aux boulangeries, par exemple, où le consommateur arrive devant le magasin. Donc là, c'est plus une application pour un produit, c'est une application pour une boutique. Le consommateur scanne et voit toutes les matières premières utilisées par cette boutique ou cette boulangerie en l'occurrence. Et il pourrait voir les farines TerraBiota. D'accord, bah, vous pouvez me contacter après si ça vous intéresse et qu'on puisse en parler si vous voulez. Avec plaisir. Avec plaisir. Grégoire avait une question dans le chat. Grégoire, est-ce que tu veux prendre la parole Oui, bonjour. Je voulais juste savoir au niveau du marché qui est actuellement le plus porteur pour Connecting Food. On a vu différentes références, différentes filières. Quelle est la plus porteuse pour Connecting Food? Quel nouveau marché potentiel l'entreprise se dirige-t-elle? Alors aujourd'hui, on a une grosse activité sur le marché de la farine de blé. C'est des gros volumes et il y a vraiment des enjeux de contrôle de la matière première et de la qualité de la matière première. Donc, en plus, c'est des acteurs qui sont vraiment plus centrés sur l'aspect traçabilité que l'aspect communication. Et ça, c'est aussi c'est des projets qui sont très intéressants. Et pour les projets qui seront porteurs à terme, clairement, nous, les produits, les filières internationales, c'est des choses qui nous intéressent, c'est des gros challenges. C'est les filières qui réclament le plus de traçabilité. Et nous, on aimerait bien se positionner sur ces filières-là, par exemple. J'avais également une question, moi, pour revenir sur la technologie de la blockchain. L'intérêt de la blockchain ici, c'est quand même tout l'aspect inviolable une fois qu'une information est rentrée, une fois qu'elle est validée par le processus de consentement. Il faut savoir, en fait,
quelle est votre méthode, ou en tout cas la manière dont vous comptez aborder une potentielle erreur à l'entrée en fait, de la blockchain? C'est-à-dire que si une information qui n'est pas mensongère, mais qui est erronée, est rentrée dans le registre, comment est-ce que vous faites une fois que c'est rentré dedans pour le modifier s'il est infalsifiable en fait? Ok. Alors, comme je l'ai dit, nous, on a différents systèmes de contrôle. Oui. Donc, en fait, ça dépend de la nature du problème. Soit c'est, par exemple, une quantité qui serait… il y aurait eu une erreur sur une quantité. Là, on verrait via un contrôle de cohérence. La quantité émise n'est pas attendue. Notre système va générer une alerte. Et là, on va dire à un opérateur humain, est-ce que c'est normal ou non? Ensuite, en fait, l'information est transparente. Donc, ce serait au client qui reçoit cette donnée et ce produit d'alerter s'il y a un problème et que ce n'est pas cohérent vis-à-vis de la donnée physique. Il faut toujours que la donnée digitale matche avec la donnée physique, sinon il y a un problème. Et nous, on n'envoie pas d'auditeurs sur place en physique. C'est pour une partie de la question. D'accord, merci. Du coup, j'aurais 2 questions personnellement. Est-ce que la solution intègre, quand le consommateur flash le QR code, intègre le prix, finalement la répartition de la valeur dans toutes les étapes donc de la fourche à la fourchette? Et ma deuxième question, est-ce que les industriels utilisent Connecting Food sur un produit ou est-ce qu'ils ont tendance plutôt à l'élargir sur toute leur gamme en fait? Ok, je vais directement rebondir sur la deuxième question pour commencer, parce que c'est la plus simple. Donc oui, c'est un comportement qu'on voit. En fait, souvent, vu que c'est quelque chose de nouveau, parfois les industriels nous contactent, ils sont un petit peu frileux. Ils vont commencer par un produit pas souvent haut de gamme, ils vont commencer ça, et ce travail les challenge dans leur traçabilité. Ils travaillent en interne pour avoir une traçabilité qui est propre et qui est valorisable auprès du consommateur, et ils vont élargir ce spectre à tous leurs produits. Enfin, du moins, c'est l'objectif. Mais souvent, ça se passe comme ça. Et pour ta deuxième question sur la rémunération, c'est un sujet qu'on traite en ce moment en interne. On réfléchit beaucoup à comment mettre en avant cette rémunération des producteurs. J'ai parlé tout à l'heure de contrats intelligents. Donc, c'est l'un des vecteurs de cette meilleure rémunération des producteurs, c'est déjà valoriser leurs pratiques. Et lorsque ces pratiques sont authentifiées et validées par Connecting Food, on peut les rémunérer en fonction de ça. Nous, on n'oblige pas les entreprises à communiquer sur des sujets en particulier. Enfin, on oblige à faire cet exercice de traçabilité parce que c'est le cœur de notre métier. Mais si elles ne souhaitent pas communiquer la rémunération des producteurs, on ne va pas les obliger à faire ça. Mais on pousse vers toujours plus de transparence, en tout cas, c'est sûr. Okay. Et l'une des questions intéressantes sur ce sujet, c'est la web app. Est-ce que ce ne serait pas aussi un moyen de recréer du contact avec le consommateur, enfin l'application? Est-ce que ce ne serait pas un moyen de créer du contact entre le consommateur et le producteur qui pourrait potentiellement à terme valoriser ses pratiques agroalimentaires, lui envoyer des messages, etc. Donc ça, c'est des sujets de réflexion aussi, mais pour l'avenir. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Je pense que Rafia a une question. Rafia, vas-y, pose ta question. Excusez-moi, j'ai des soucis de connexion. Du coup, je me suis connectée tardivement, mais je suis très intéressée par le sujet. J'avais envie d'avoir votre avis alors d'experts de la blockchain. Est-ce que vous partagez l'avis qui dit que le consommateur accorderait plutôt en fait une valeur d'existence à l'information plutôt qu'une valeur d'usage? C'est-à-dire que le consommateur, ça lui suffit de savoir qu'il y a une transparence, que le producteur n'a rien à cacher, qu'il est prêt à proposer ces informations, mais qu'il n'irait pas systématiquement ou qu'il ne ferait pas toujours l'effort d'aller quand même consulter ces informations-là. Par exemple, le travail que vous aviez fait avec Carrefour, pour ne pas le citer, avec la filière autour de la volaille, est-ce que vous avez des retours chiffrés sur le nombre de personnes qui ont consulté, qui ont flashé le code, etc. Ou voilà, comment ça se fait en fait cet intérêt du consommateur pour l'information? C'est quelque chose nous qu'on voit tous les jours. C'est le fait que en fait le consommateur demande souvent, enfin le consommateur lambda, vous, moi,
va se contenter souvent d'avoir cette confirmation par un organisme tiers. Par exemple, ce serait un label ou nous, le QR code Connecting Food qu'on met sur les produits. Ça pourrait suffire à le rassurer et à amener l'acte d'achat. Ensuite, on a des consommateurs qui sont plus extrêmes, qui vont aller souvent early adopters, qui vont vouloir challenger cette information. Et c'est eux qu'il faut séduire. Je pense que tout l'enjeu, il est là de recruter ces consommateurs qui, après, vont communiquer sur la démarche. Donc, ça n'empêche pas qu'il faut faire ce travail de traçabilité, ce travail de transparence, et il faut être très exigeant avec les informations qu'on partage, même si, au final, pas énormément de consommateurs vont aller les voir. Je pense que c'est hyper important. Ok, Et, merci. ouais, et juste pour le Carrefour, la filière volaille, je ne suis pas sûr que ce soit Connected Food qui était impliqué sur ce sujet-là. Si, il me semble. Ok, très bien. Super. Bon, En tout cas, merci pour votre retour. pas de problème. Moi, j'ai encore une question, Guillaume. Il y a certaines marques qui se disent vertueuses, ou en tout cas qui n'ont pas grand-chose à cacher, qui se sont mis dans un collectif qui s'appelle En Vérité. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, qui est porté par Sébastien Loctin, qui est le fondateur d'une boîte qui s'appelle Biofutur, qui fait de l'huile qui s'appelle Quintessence. Et l'idée, en fait, d'En Vérité, c'est de dire, bah, plutôt que nous, qui sommes vertueux et qui n'avons rien à cacher, on essaye en permanence de justifier, donc c'est un peu ce que vous faites, c'est-à-dire justifier le fait que on n'a rien à cacher. Pourquoi on n'obligerait pas en fait les autres qui ont quelque chose de mauvais à le dire, à dire voilà, ce produit est avec OGM, ce produit est avec nitrite, ce produit est avec sel sulfaté, etc., etc. Comme par exemple dans le vin, on est obligé de dire quand il y a des sulfites, je pense. Je ne suis pas certain que ça ait fait baisser la consommation de vin en France. Est-ce que tu as une opinion par rapport à ça? Ouais, nous, en vérité, on milite pour ça. Hein. C'est sûr que ce ne sera pas à nous de l'imposer, parce qu'on n'a pas ce rôle, mais c'est au pouvoir public de vraiment mettre ça en place. En tout cas, ça va dans le bon sens. En soi, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'allégations qu'on est obligé de contrôler. Il y a de plus en plus de produits qu'on doit être transparent sur leur utilisation. Mais on voit encore que tous les ingrédients, c'est un tout petit minuscule derrière le produit alimentaire. Donc nous, clairement, on milite pour ça, pour la transparence sur les bons côtés, mais transparence aussi sur quand on fait les choses un peu moins bien. Mais parfois, il faut éduquer aussi le consommateur en disant que soit c'est indispensable dans le processus de production, soit il y a des produits qui ont une mauvaise image qui n'est pas forcément justifiée. Donc il y a aussi une éducation du consommateur à avoir avant d'être totalement transparent sur ces produits-là. Il faut introduire un peu de complexité dans le message, C'est en fait. C'est ça le problème. Donc c'est pas si simple que ça, effectivement. C'est pas si simple, ouais. Guillaume, merci beaucoup. Mon ordinateur a lâché au moment où vous avez fini de répondre à ma question. Je suis de retour, donc merci pour votre... Ok, pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Ok, en tout cas, merci de m'avoir accueilli pour cet échange qui était très intéressant. N'hésitez pas, nous, Connecting Food, on se développe assez rapidement, on propose des stages. Si vous voulez faire des stages et que c'est un sujet qui vous passionne, n'hésitez pas à contacter Léa, qui fera un plaisir de vous répondre. Et pour demande de partenariat ou commercial, je vous laisse également les coordonnées. Voilà. Merci beaucoup, c'était top, merci. Merci beaucoup. Merci à tous et merci pour l'organisation. Merci beaucoup.